Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Eden TV, chers auditeurs de Diaspora FM, merci infiniment de prendre le rendez-vous de l'entretien du dimanche. Dans un contexte où la démocratie béninoise cherche à se consolider, la question de la représentativité féminine demeure une question centrale. Des mesures de discrimination positives sont désormais inscrites dans nos tests législatifs et cela depuis donc l'avènement du président Patrice Talon. Mais leur mise en œuvre se heurte tout naturellement donc à notre réalité sociale qui reste aussi très tenace. Donc c'est autour de cette question de la représentativité des femmes et l'ambition institutionnelle de faire un peu plus pour que les femmes soient plus présentes dans les instances de prise de décision que nous recevons l'honorable Alimatou Badarou. Le thème de cet entretien est la représentativité féminine dans les instances de décision au Bénin entre volonté politique et réalité sociale. Merci de vous installer confortablement. Honorable, merci infiniment d'accepter notre invitation. C'est un devoir. Voilà. Avant tout propos, j'aimerais vous demander, nous sommes à l'heure du bilan, ça fait 2 mandats pour le président Patrice Talon. Quel est le regard que vous portez sur l'évolution de la participation des femmes en politique, je veux dire, au Bénin depuis donc l'avènement du président Patrice Talon? Une fois encore, merci pour l'invitation. Je vais simplement dire que ces 10 dernières années, avec le gouvernement de la rupture, nous avons eu une avancée notable en matière de promotion de la femme. Et évidemment, quand ça reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Donc, je peux dire qu'il y a une avancée notable, mais c'est incomplet. Il reste à compléter. Qu'est-ce qu'il reste à compléter? La représentativité de la femme, la représentation de la femme, parce que vous avez vu, effectivement, on a mis en place, on a renforcé le code électoral dans l'article 144 pour laisser un siège dans chaque circonscription, pour lever un siège dans chaque circonscription, un siège de femmes. Et on l'a expérimenté la première fois pour la 9e législature, on a eu 29 femmes à l'Assemblée. La 10e législature, ça a baissé, on est venu à 28 femmes à l'Assemblée. Donc, vous comprenez que malgré cette discrimination, c'est incomplet parce que l'objectif pour nous, c'est l'équité, c'est d'avoir au moins 50% de femmes à l'Assemblée. On a du mal à atteindre le tiers et il y a encore des goulots d'étranglement. C'est pour ça que j'ai dit que c'est incomplet. Et surtout quand vous regardez aux postes de décision, je vais là parler en matière de représentativité, là où on prend les décisions, les femmes ne sont pas là. Voilà. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est incomplet. D'accord. Et que il y a encore, du chemin à faire. Oui. Voilà, vous avez parlé également de goulot d'étranglement. On va en parler tout à l'heure, mais avant cela, dites-moi, vous avez parlé tout à l'heure du quota qui est désormais inscrit donc dans les tests. Mais comment est-ce qu'on fait pour que la voix des femmes soit réellement influente, je vais dire, au niveau donc déjà de l'Assemblée nationale, par exemple? Ouais, évidemment, comme vous l'avez dit, le quota ouvre la porte, mais pour que ce soit plus remarquable, il faut qu'on ait plus d'influence, qu'on ait plus de femmes là-bas. Si nous avons plus de femmes, nous aurons la majorité pour pouvoir prendre des décisions en faveur de la femme. Actuellement, ce sont les hommes qui contrôlent toujours. Et donc, le quota, certes, a permis une représentation, mais ce n'est pas encore ça. Pour nous, on n'est pas encore arrivé. Je vais vous donner l'exemple tout bête par rapport à la 10e législature. Vous allez voir que les partis d'en face ont positionné des femmes que sur les listes réservées. Le quota d'une femme par circonscription pour le parti qui gagne les élections. Il n'y a que seul mon parti, le Bloc républicain, qui a positionné des femmes tête de liste. Moi, je suis tête de liste dans la 15e circonscription électorale. L'honorable Chantal Aïe, 16e circonscription électorale. La 19e, l'honorable Chanou Sofiatou. Et l'honorable Fagbourou. Et Asiki Dana, elle est de la 21e, tête de liste aussi pour le BR. Vous allez constater qu'en face, aucune femme n'est en position tête de liste. Imaginez, si un parti décide seulement de positionner les femmes sur cette partie réservée, si ce parti ne gagne pas les élections dans une circonscription, ça veut dire qu'il n'y aura pas de femmes à l'Assemblée. Ça pose un réel problème. C'est pour ça que je dis c'est incomplet. Le quota, certes, ça permet d'améliorer, mais ce n'est pas encore ça, parce qu'on ne nous donne pas encore la place qui nous revient. La place qu'on mérite devant la loi. D'accord. Oui. Quand on vous écoute, vous avez parlé aussi de goulot d'étranglement. Je reviens maintenant dessus. Oui. Quels sont les obstacles majeurs qui freinent l'accès, je veux dire, des femmes aux instances de prise de décision politique? C'est quoi les obstacles majeurs? Les premiers obstacles, c'est d'abord les hommes.
Parce que c'est eux qui sont à la décision, c'est eux qui décident. Évidemment, quand nous travaillons, que nous disons qu'il faut parler de la représentativité de la femme, de la représentation, évidemment, on dérange les places des hommes. Avoir plus de femmes, c'est diminuer les places des hommes. Et donc, naturellement, ils affichent des langages, des slogans pour la promotion de la femme, mais en réalité, dans les faits, ils ne sont pas prêts à donner aux femmes la place qui leur revient. Et donc, le premier goulot d'éclatement pour moi, c'est les hommes, les décideurs. Mais en même temps, ils sont aussi la solution, parce que c'est l'occasion pour moi aussi de saluer le courage et la bravoure de son excellence, le président Patrice Talon, qui a eu le courage, lui, de quand même faire cette proposition pour qu'on puisse mettre une discrimination positive, pour changer l'aspect de notre Parlement, parce que par le passé, c'est toujours 5-6 femmes à l'Assemblée. Donc avec lui, pendant la 9e législature, on va avoir pour une première fois 29 femmes, il faut saluer ça. C'est avec lui qu'on va avoir la femme qui a atteint le niveau jamais atteint au poste de décision, la vice-présidente de la République. C'est une femme qui est là. Et donc, il faut saluer cela. Il faut reconnaître que vraiment, c'est aussi la volonté politique, la masculinité positive qui peut aussi, dans un sens, permettre aux femmes d'y aller. Donc, c'est pour ça, le nœud, c'est toujours les hommes. C'est-à-dire, ils sont le problème, ils sont aussi la solution pour la promotion des femmes. Et donc, je crois qu'au-delà de ça, il y a aussi, les femmes aussi manquent d'assurance. Oui, il y a des femmes qui ont beaucoup de capacités, mais qui sont timides, soit peut-être aussi parce qu'elles n'ont pas de soutien, parce que c'est là que vient un peu la pesanteur de la vie privée. Parce qu'elles ont des capacités, mais si leur partenaire ne les accompagne pas... Est-ce que ce n'est pas une contrainte aussi sociale finalement? Parce qu'on apprend déjà à nos jeunes sœurs, non, c'est après les garçons que vous allez parler. Bien sûr. Toi, ce n'est pas ta place, les femmes rester derrière. On les apprend à rester toujours au second plan. Oui, tout à fait. Donc il faut rajouter aussi la pesanteur socio-culturelle. Parce qu'on est dans un pays régime patriarcal et puis les hommes ont leur mot à dire. Même si tu as des rêves en tant que femme et que ton mari n'est pas d'accord, ça va être difficile pour toi d'aller en politique. Il faudra trouver des astuces pour le convaincre, pour qu'il t'accompagne. Donc, ça fait partie aussi des faits qui freinent effectivement la représentation des femmes. Vous arrivez quand même à faire de la politique. On va en parler, on va creuser un peu plus tout à l'heure. Prendre peut-être même votre cas spécifique pour mieux expliquer. Mais avant, vous avez dit le président Patrice Talon, il a essayé quelque chose au haut niveau, mais au niveau des partis politiques, vous, votre parti par exemple, qu'est-ce que vous faites pour accompagner justement ces femmes-là qui ont l'ambition donc de faire de la politique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait au sein du parti pour les aider? Oui, bien sûr, et ça me permet de saluer aussi l'esprit de la réforme du système partisan. Depuis qu'on a fait les grands blocs politiques et dans nos statuts, 30% sont systématiquement de représentation sont systématiquement réservés aux femmes dans les organes internes de décision, dans les organes du parti. Et donc ça, il faut saluer cela. Et le Bloc républicain, dès sa création, a instauré ces articles dans les statuts. Et nous avons l'avantage aussi d'avoir installé en 2020, en septembre 2020, l'organisation de masse de notre parti, qui est l'OFR, Organisation des femmes républicaines, dont je suis la coordinatrice nationale. Et au sein de cette organisation, nous regroupons les femmes, nous travaillons à les renforcer sur le plan du leadership féminin. On les encourage à prendre la parole et à ne pas avoir peur pour prendre la parole. On fait de la formation aussi, du coaching médiatique, du média training pour leur permettre de s'afficher. Parce que vous savez, les femmes, elles sont tellement sensibles que pour peu qu'elles viennent à la télé, qu'elles ont fait une erreur, ça fait qu'elles se recoquent. Elles se renferment. Voilà, sur elles-mêmes, elles n'ont plus le courage. Donc, il y a ce mentorat aussi, ce travail de mentorat qu'on fait au sein de l'Organisation des femmes républicaines. Et nous avons aussi une école politique au sein du parti où on forme beaucoup sur le militantisme. Donc, c'est pour dire que nous, au Bloc républicain, notre parti est à la veille et travaille à la promotion de la femme, donne la place aux femmes et d'ailleurs aux jeunes. Et donc, c'est pour dire qu'au sein du Bloc républicain, tout est mis en place pour que les groupes importants qui travaillent à la mobilisation du parti, il y a un causet pour eux, pour leur émancipation, pour leur épanouissement. Non, mais au sein du parti, vous vous limitez seulement aux intellectuels, entre vous, intellectuels, ou bien vous associez également nos maires au village, vous allez au-delà des grandes villes, je veux demander. Enfin, je veux savoir, est-ce que vous vous arrêtez à Porto-Novo, Cotonou, Parakou et autres, ou bien vous allez vraiment dans les contrées les plus reculées pour les intéresser? Parce qu'on a besoin aussi de femmes chefs de village, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Oui, chefs de quartier, par exemple. Oui, nous travaillons dans ce sens. Comme je vous l'ai dit, les organisations de masse, nous sommes structurés un peu verticalement et nous avons des structures dans tout, comme à l'image de notre parti, nous avons des cellules dans tous les quartiers de villes et villages. Et au sein de ces regroupements, nous travaillons à former les femmes, à prendre des initiatives,
Effectivement, on travaille aussi sur leur autonomisation. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas lettrées, mais qui quand même, qui sont très dynamiques et qui peuvent siéger au conseil communal. Donc, on les forme à prendre la parole, on les forme à participer. Donc, et dans les langues locales d'ailleurs. Et ce n'est pas qu'en français, c'est pour vous dire que c'est pas que ça ne concerne pas que les élites en fait. Ça concerne vraiment les femmes jusqu'au fin fond d'un village au nord, et que ce soit dans les fins quartiers du sud. Nous avons des cellules de femmes avec qui nous travaillons au quotidien pour leur autonomisation, pour leur émancipation, afin de montrer que c'est un nouvel élan pour la démocratie au Bénin, que les femmes aussi, on le voit, les femmes aussi doivent prendre leurs responsabilités. Et donc, on sensibilise vraiment, on va même jusqu'à dans les universités, sensibiliser aussi les jeunes filles au militantisme et leur dire que c'est le moment de prendre la parole, parce que nous avons la chance, nous avons une occasion qu'on n'avait jamais eue. On a la chance d'avoir un président de la République qui travaille, qui pose des actes forts pour redorer l'image de la femme béninoise. Donc, c'est l'occasion, c'est maintenant plus que jamais. Et vous allez voir, on renforce aussi l'Institut national de la femme. Tout ça pour créer un climat apaisé, afin que les femmes puissent sortir et ne pas avoir peur qu'on les stigmatise. Vous voyez un peu. Et déjà, beaucoup de lois qui sont mises en place pour permettre de lutter contre les VBG. Tout ça concourt à un climat apaisant pour que la femme puisse s'épanouir. Désormais, la honte a changé de camp et qu'elle peut sortir, la tête sur les épaules, et aller en politique. Aller en politique, c'est travailler pour le développement de son pays. Ce n'est pas se faire voir. Donc, la femme a une grande responsabilité. Donc, on les amène à prendre conscience de leur capacité, de leurs valeurs. Et dès qu'elles ont pris confiance, ça va, elles arrivent à s'épanouir. Et je pense que les hommes doivent craindre. Soit ils ne prennent pas pour nous accompagner, ou non, ils vont constater que nous avons pris ce qui nous est dû et que nous allons occuper le terrain. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des contraintes sociales. Je veux qu'on creuse un peu plus en parlant justement de vous, Alimatou Badarou. Comment est-ce que vous arrivez à allier cette vie de femme politique et votre vie privée? Pourquoi est-ce que je pose la question? Il y a des moments, certainement, quand vous partez à des réunions politiques, où vous finissez par exemple très tard, 21h, 22h. Comment est-ce que vous faites pour ne pas que cela gêne, on va dire, ait des conséquences dans votre vie privée? C'est vrai que en tant que femme, être en politique, c'est très difficile, c'est pas facile. Il faut d'abord avoir le soutien de son partenaire. Moi, j'ai cette chance, j'ai le soutien de mon partenaire. Mais non, le truc, c'est que on a des capacités, on a des compétences, mais on est obligé de travailler doublement pour qu'on nous remarque. Vous voyez la question que vous venez de poser. Vous n'allez pas poser ça à un homme. Vous n'allez pas demander à un homme comment est-ce que vous faites. Est-ce que votre femme vous autorise à sortir pour aller en politique? Il n'a pas besoin de permission pour sortir la nuit. Donc, c'est de la discrimination naturelle qu'on subit au quotidien. Et donc, vous voyez que nous, les femmes, nous sommes obligés de faire 2 fois plus d'efforts pour être sur la même ligne que les hommes. Ce que les hommes ont facilement, nous, on nous interroge. Nous, on nous met des conditions. Ce n'est pas facile. Et donc, il faut gérer ça. Et ce que nous disons, on a des femmes, par exemple, qui ont ces contraintes-là. Leurs maris ne font pas confiance. On leur dit de les emmener à la réunion. On leur dit même c'est libre. Moi, il m'est déjà arrivé à des réunions de l'OFR où j'ai vu des camarades qui sont venus avec leur mari et on les a sensibilisés. On leur a dit de s'assurer qu'elles ont bien préparé le repas des enfants, d'avoir mis de l'ordre avant de venir à la réunion. Et quand les hommes viennent, on leur dit même de dire aux hommes qu'on peut leur trouver de la place dans la salle s'ils veulent suivre la réunion, parce que leur problème c'est quoi? Pourquoi ça dure jusqu'à 1 heure? Est-ce qu'elles sont toujours là? Donc ça c'est des choses qu'on fait. Donc c'est pour vous dire que on n'a pas de problème par rapport à ça, mais une chose est sûre, nous devons travailler plus que les hommes pour pouvoir avoir ce que les hommes ont aisément. Moi j'ai pas de problème, j'essaye de m'en sortir. Moi j'ai un mental de sportif et puis bon, j'essaie de convaincre ce que je veux, je mets les moyens pour y arriver. Voilà. Et nous faisons cette sensibilisation aussi pour dire aux femmes que ce n'est pas un duel avec leur mari. D'accord. Il faut convaincre l'homme, il faut le sensibiliser, il faut le rassurer. C'est le dialogue. Oui, voilà, le dialogue, le rassurer de bien. Parce que vous savez, aujourd'hui, la vie coûte cher. Et l'homme aussi a des rêves pour sa fille, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas de rêve pour la fille d'une autre personne, d'une famille? Donc ça se discute, ce n'est pas du bruit. C'est pas un match contre les hommes, c'est de la complémentarité. Donc, c'est ce travail que nous faisons avec les femmes. Et bon, c'est ce que moi-même je fais au quotidien pour pouvoir prendre la place qui est la mienne. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus un problème pour moi. Et j'ai du soutien et ça me permet de me battre davantage, de m'épanouir sur la scène politique. Voilà, revenons aux difficultés que vous avez peut-être pu rencontrer. J'aimerais peut-être des cas concrets, des anecdotes, parce que vous dites que la femme doit travailler
plus dur que l'homme. Oui. Voilà. Pour le même travail, vous devez faire 2 fois plus pour qu'on puisse vous faire finalement confiance. Oui. Parce que certains hommes se disent non, c'est une femme, elle ne pourra pas bien faire le boulot. Oui. Comment est-ce que ça se traduit concrètement dans les faits, peut-être dans les propos? Est-ce que vous avez des anecdotes comme ça à nous raconter? Ou peut-être un homme vous a dit quelque chose pour vous minimiser, je ne sais pas. Oui, ça ne manque pas. Je me rappelle déjà, il y a eu des situations où un de mes patrons m'a dit pourquoi vous criez comme ça pour une femme? Je dis non, ici on n'est pas dans le foyer, ici on est en politique. Pour que vous m'entendez, il faut que j'élève la voix. Parce que je suis seule. Et il a rigolé. Donc ça vient souvent. C'est qu'on se prépare mentalement et il faut savoir aussi répondre sans blesser. Ça, non, mais tout est fait. Les hommes, ils ont leur technique. Hein. Ils nous donnent des fleurs, oui, c'est des slogans. Mais en réalité, on ne nous donne pas la main parce que même ils nous disent que si on vous donne la main, on est foutu. Ils l'avouent. Les hommes aussi savent, ils savent qu'on a beaucoup de capacités. Mais d'ailleurs, vous le savez, dans les foyers, c'est vrai qu'on dit que c'est l'homme qui est le chef de famille, mais en réalité, c'est la femme qui est la chef de famille. Effectivement. C'est la cheville ouvrière. C'est la cheville ouvrière. Elle travaille, elle seule, elle est conseillère pour le mari, elle est cuisinière, elle est maître d'études pour les enfants, elle fait le ménage, elle est la cuisinière, toutes ces capacités. Elle a plusieurs bras, au-delà de 2 bras dans la famille. Mais bon, on comprend que c'est de bonne guerre que les hommes ne veulent pas laisser leur place, mais nous, on continuera le combat de se battre pour prendre la place qui est la nôtre. C'est un devoir d'équité, en fait. Faire la promotion de la femme, ce n'est pas du matu-vie, c'est un devoir d'équité. L'article 26 de notre Constitution dit bien que devant la loi, nous sommes égaux devant la loi. Et donc, nous avons notre place à prendre. Et donc, c'est ce combat que nous faisons, le combat d'équité. Voilà, tout à l'heure, quand vous parliez, quand vous avez dit, non, j'ai levé un tout petit peu la voix et il y a un qui a voulu me recadrer, vous êtes monté sur vos grands chevaux pour lui expliquer, non, ici nous sommes en politique. Mais je veux savoir, comment est-ce qu'on explique ça finalement aux jeunes filles? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on leur dit de rester au second plan, tout le temps. C'est après les hommes que les femmes parlent. Vous partez, je suis sûr, en réunion de famille. Quand vous êtes là, c'est quand les hommes ont fini de parler, les oncles, tout le monde a parlé, qu'on donne la parole peut-être ensuite à la tante, et oui, c'est après que les autres dames vont parler. Voilà. Comment est-ce que vous faites pour expliquer aux femmes que non, lorsqu'on est dans les instances de prise de décision, il faut vraiment s'affirmer? Comment est-ce que vous leur dites pour se débarrasser de ce poids social-là, je veux dire? Bon, il faut dire que ce n'est pas facile. Notre société, nous toutes, on a été éduqués comme ça. Et on sait que c'est les hommes, après c'est les femmes, l'éducation des enfants. Mais sur la scène politique aussi, ce n'est pas qu'il faut aussi faire le contraire. On peut toujours prendre la parole, élever la voix et incarner des valeurs en tant que femme. Et que ce qu'on veut dire soit vraiment pertinent. Il ne faut pas parler pour parler non plus. Mais effectivement, d'autres personnes leur disent, même si vous n'avez rien à dire, levez le doigt. Pour qu'on sache que vous existez. Ça dépend du contexte, des stratégies. Parce qu'il y a des réunions d'un certain niveau où, parce qu'on se dit qu'ici, il ne faut pas lever la voix. C'est stratégique. Parfois, on adopte des positions stratégiques pour avoir ce qu'on veut. Ce n'est pas tout le temps qu'on lève la voix. Il y a des terrains sur lesquels on peut lever la voix. Il y a des terrains sur lesquels, quand vous baissez la voix, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Parce que les hommes fonctionnent comme ça, ils n'aiment pas qu'on crie sur eux. Donc, finalement, les hommes qui disent que les femmes, quand elles deviennent plus ou moins indépendantes, elles ont tendance à prendre le dessus sur leur mari, et ils ont un peu raison quelque part aussi. Bon, c'est parce que vous dites que vous êtes très stratégique aussi pour ne pas finalement donner cette image-là aux hommes. Oui, on apprend. Vous savez, le parcours, les cours qu'on reçoit et qui tu as en face te permet aussi d'apprécier. C'est comme vos enfants, vous avez vos enfants à la maison. Ils n'ont pas tous les mêmes caractères. Il y a des enfants sur lesquels, quand vous criez sur eux, vous avez ce que vous voulez. Il y a d'autres enfants, il faut les prendre avec douceur. Si vous criez, vous n'allez pas avoir, il sera fermé. Donc l'être humain, chaque être humain a ses caractères types et il faut apprendre. Je crois qu'il faut faire ce travail de psychologie. Et nous, les femmes, nous sommes en train de comprendre ça. Parce que pour appeler la masculinité positive, il faut aussi exercer la féminité positive. Et donc, comme ça, on est complémentaires et on peut avoir de bons résultats. Mais si on s'affiche comme si c'est un duel, c'est un match, ça ne marche pas souvent. Voilà, je vais vous poser une petite question de journaliste. Et quand je pose cette question, je me souviens de Marie-Élise Bédot. Je vais vous demander, la femme béninoise, la société béninoise, je veux dire, est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à avoir, par exemple, une femme? C'est vrai que la question n'est pas d'actualité, hein, oui. Mais est-ce que la société aujourd'hui béninoise est prête à avoir une femme, par exemple, présidente de la République? Je pense Quand vous voyez le contexte, je pense que oui. Hein, vous savez, les mentalités évoluent plus vite que les réformes politiques. Et quand vous regardez le peuple béninois aujourd'hui, c'est un peuple assez mature, qui surprend à beaucoup d'égards.
Déjà, le peuple béninois est déjà habitué à voir Mariama Talata, la vice-présidente, 2 fois déjà. Pour une troisième fois qu'on lui dit qu'une femme est à la tête du Bénin, bon, ça va de soi, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'elle travaille bien, qu'elle fasse bien les choses. Évidemment, il y aura de petits commentaires. Est-ce qu'elle respecte son mari? Cette dame-là ne va pas subir le sort de Marie-Élise Bédot avec les 1%, 0%, tout ça. Non, non, je ne crois pas. La preuve, on peut déjà s'inspirer du modèle de la vice-présidente Mariama Talata. C'est une femme, quand vous la regardez, vous voyez le modèle d'une femme entière. Une femme qui a sa vie privée, une femme qui exerce sa vie politique, sans tambour, mais qui est très efficace. Qui nous représente valablement, qui c'est vraiment le modèle de la femme africaine. Imaginez là, dans la position de présidente de la République, elle ne changera pas, elle sera toujours comme ça. Donc je crois que là, les Béninois sont déjà préparés et que le prochain président soit une femme. Moi, je crois que ce ne sera pas une surprise. Voilà, madame, tout à l'heure, vous avez dit les hommes sont le problème et la solution en même temps. Ok, d'accord, mais c'est quoi le rôle de la femme finalement? Est-ce qu'il existe des creusets où vous, femmes, vous vous retrouvez, femmes politiques de tous bords, je veux dire, des creusets où vous vous retrouvez pour parler, pour discuter des problèmes de la femme? Est-ce que ces zones de creusets existent? Oui, bien sûr, ces creusets existent. C'est l'occasion pour moi de saluer toutes les organisations de la société civile qui travaillent dans le renforcement des capacités des femmes. On a beaucoup de séminaires, d'occasions pour former les femmes et leur dire ce qu'elles doivent faire. Et ces derniers temps-ci, nous avons prôné la masculinité positive. En même temps, nous avons prôné aussi la sororité. Là, on se base sur la solidarité entre femmes. C'est vrai qu'elle n'est pas encore ce qu'elle doit être, mais nous avons commencé par expliquer aux femmes que il est important que la solidarité se manifeste parce que c'est une action stratégique pour nous d'être solidaires, puisque on travaille sur la masculinité positive. Il y a des quotas, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place et on ne décolle pas. Il faut qu'on ajoute la solidarité pour améliorer les choses. Ce serait une astuce pour nous. Parce qu'il faut on se rend compte que ce qui nous divise n'est pas aussi important que ce qui nous rassemble. Donc, on commence par se parler entre femmes pour dire, écoutez, oublions les choses accessoires et allons à l'essentiel. Comment on fait pour être percutant? Donc, du coup, la responsabilité est que les anciennes qui ont déjà fait l'exercice passent la main, sont comme des mentors pour dire les difficultés, ce qu'elles ont capitalisé, et dire les difficultés qu'il y a et nous renforcer. Et nous, aujourd'hui, moi, en tout cas, personnellement, je m'inscris dans ce modèle de, lorsque j'ai la chance d'avoir cédé à une place de décision, je suis la porte pour d'autres femmes derrière moi pour accéder. Donc, j'ai la responsabilité de travailler à permettre à d'autres femmes de monter. Dans ce message, on se le dit, parce qu'on a déjà entendu plusieurs fois des femmes dire oui, quand j'ai une chef femme, c'est un problème, c'est ci, c'est ça. Et quand vous allez regarder le fond, c'est souvent des futilités, ce n'est pas de vrais problèmes, parce qu'on ne se parle pas, parce qu'il n'y a pas la communication. Désormais, il y a une communication. Et d'ailleurs, nous allons loin, nous allons faire même du lobbying. C'est le cas, par exemple, de AWLIN, African Women Leadership Network, dont je suis membre. À AWLIN, on fait du lobby et il y a un domaine qu'on appelle ballet. Et à ce niveau, on se parle. Des balais pour femmes. Oui, il y a des balais pour femmes. Oui. À ce niveau, on se parle pour se dire ce qui est important. À ce niveau, si on s'est blessé, on doit se pardonner et aller à l'essentiel. Donc, on vous forme à vous surpasser. Parce que quand on dit le balai, ça veut dire quoi? Entre femmes, on peut se voir nulle, sans problème. Donc, si on peut aller à ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'on ne va pas se faire des concessions? Puisqu'on se ressent, on a les mêmes intérêts. Donc, ce travail, on le fait parce que nous sommes conscients que ça aussi va nous renforcer pour améliorer notre représentativité. Je vois une très belle photo de vous avec le président Wadayi et ça m'inspire cette question. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir, je vais dire, de la participation politique de la femme béninoise dans les prochaines années? Puisque c'est un septennat qui va démarrer, je vous dis, dans les 7 années à venir, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la participation de la femme? Je reste positive, très optimiste, parce que le président Wadayi est arrivé et parce que nous avons décidé d'accélérer la dynamique. Il est le candidat de la continuité. Et donc, tout ce qu'on a déjà amorcé avec son excellence le président Patrice Talon, il a promis de travailler dans ce sens et il nous a rassuré que les femmes seront aussi au centre des décisions, des débats. Et je n'ai pas peur. En plus, quand on voit que c'est un jeune qui prend la tête de notre pays, nous avons espoir que ce soit les jeunes et les femmes. Parce que le monde se modernise et aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre en place des projets de développement
sans y mettre, sans y associer les femmes. Si vous voulez vraiment une démocratie de développement. Et donc, à partir de cet instant, nous avons compris que nous avons une grande responsabilité, un grand rôle à jouer dans les 7 prochaines années avec le président Romuald Wadaye. Et vous avez déjà vu dans son plan de société, tout ce qui est fait, la femme est dedans. Tous ces descendants jusqu'à aller voir la femme rurale. Les femmes au quotidien, celles-là qui sont importantes dans le dispositif, dans la chaîne de valeur économique et qui souffrent, il est allé vers elles pour comprendre leur réalité parce que pour lui, il n'est pas question de rester en haut, de prendre des décisions en dehors des bénéficiaires. Et donc, à partir de cet instant, nous savons qu'il y aura encore du mieux pour les femmes. Nous avons espoir et que vous allez voir que l'accélération sera à tous les niveaux. Et j'ai espoir qu'avec lui, nous allons faire beaucoup de choses. Et moi, déjà, je rêve de pouvoir compter sur son soutien afin que désormais les partis politiques qui ne vont pas positionner les femmes en dehors des positions réservées, en position légitime, il faut qu'on puisse leur mettre quand même quelques pénalités ou donner des bonus aux partis qui vont promouvoir les femmes, qui vont mettre les femmes en position éligible, en dehors des sièges réservés. Donc, c'est très important. Alors, on dit derrière un grand homme se cache une très grande femme également. Oui. Voilà. Est-ce que vous connaissez Mme Wadaye? J'aurais pu vous demander, si vous rencontrez le président Wadaye, qu'est-ce que vous allez lui dire? Non, je ne vais pas lui demander. Puisque nous parlons des femmes, oui. Si vous rencontrez Mme Wadaye, qu'est-ce que vous allez lui dire pour qu'elle puisse le souffler à l'oreille de son mari pour les femmes du Bénin? Déjà, quand je regarde la femme et son parcours, j'ai espoir que là, nous allons toucher quelque chose de bon, nous les femmes. Donc, je préviens les hommes parce que ce qui va se passer là, ils ne vont pas voir ça venir parce que c'est une femme de notre génération. Le président Wadaye aussi est de notre génération. Et nous avons une autre lecture, nous. Le monde se développe. Aujourd'hui, les femmes sont très actives. Les femmes, elles ont beaucoup de compétences, elles ont beaucoup de capacités. Elles peuvent faire ce que les hommes font. Et nous savons très bien qu'il faut une volonté politique. Alors, si nous ne sommes pas suffisamment en haut et que nous avons une première dame qui perd notre porte-parole, nous n'allons pas hésiter à aller vers elle afin qu'elle puisse influencer et que le soir, à côté de son mari, elle puisse lui dire qu'il faut donner plus d'ouverture à la femme. Donc, nous avons espoir. Vous avez complètement espoir. Oui, le président Talon, lui, il a fait les quotas. C'est vrai que vous avez parlé un peu de son projet de société, mais est-ce qu'il y a un aspect qui vous tient peut-être à cœur, vous personnellement, et que vous avez peut-être envie que le président, comme on appelle, Wadaye, prenne comme l'un de ses principaux chevaux de bataille, je veux dire, pour donc son mandat en ce qui concerne les femmes? Est-ce qu'il y a un aspect très spécifique qui vous vient en tête ou bien vous pensez que bon, c'est de manière globale? Oui, non, s'il y a un aspect que je voudrais bien pour que vraiment... Je vous ai fait remarquer tout à l'heure que depuis qu'on a fait sortir ce quota, il y a des partis qui se donnent qu'à ça. Et du coup, on a un problème parfois. Nous avons vu effectivement émerger à l'Assemblée des femmes qui ne s'y attendaient pas, mais comme on a besoin de... En fait, on a l'impression qu'on positionne des femmes parce qu'on a besoin du monde pour gagner les élections, sur les sièges réservés. Parfois, ça s'affiche comme ça. Et alors que celles qui sont déjà préparées, qui sont déjà dans le dispositif, qui ont des élans de militantisme, ne se retrouvent pas face à ces choix-là. Et donc, c'est pour dire qu'en même temps qu'on veut nous positionner, il faut qu'on positionne des profils de qualité. C'est très important. Ce n'est pas parce que ça en manque. Il ne faut pas que les hommes nous mettent parce qu'ils ont besoin d'avoir du monde derrière qui nous positionne des femmes pour positionner. Elle sourit bien, mais mettez-la là, c'est déjà bon. Ou bien parce qu'elle ne parle pas, et elle s'est rampée, et qu'elle est prête à accepter tout ce qu'on lui donne. Donc, on fait sa promotion. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Nous avons vraiment besoin des profils de qualité, de la représentativité. Au-delà de la représentation, nous avons besoin de la représentativité. Et donc, il faudrait vraiment qu'on travaille à promouvoir celles qui, au quotidien, se battent pour montrer leur leadership, pour travailler et qui sont des militants. Moi, je voudrais que désormais, on regarde, qu'on ne positionne plus des femmes sur les listes et que les gens se demandent, elles sont d'où? C'est qui c'est là? C'est des choses qu'on vit. C'est des retours que nous avons, parfois de nos circonscriptions électorales, où nous avons des camarades qui sont très militantes, qui travaillent beaucoup, mais qui n'ont pas la chance d'être positionnés parce que les leaders se sont mis ensemble, parce qu'ils n'ont pas besoin de celle-là qui connaît déjà, qui est déjà éveillée. Ils veulent toujours des soumises, celles-là qui ne parlent pas. Ça fait partie des choses que nous remarquons au quotidien. Et l'autre chose, c'est de pouvoir dire que désormais, qu'il y ait des listes alternées, des listes zébrées. De mettre ça quand même aussi dans la loi, parce que le siège réservé ne règle pas encore le problème. Je vous ai démontré tout à l'heure que si ce parti
qui met les femmes sur les sièges réservés, perd les élections dans les circonscriptions, il n'y aura aucune femme à l'Assemblée pour ce parti-là. Et donc, si de l'autre côté, on n'avait pas mis des femmes en position éligible, ou bien sur des listes zébrées, genre une femme, un homme, une femme, on aurait mis la loi, mais on va encore échouer. Donc, c'est pour dire qu'il y a un piège qui nous attend par rapport à ça et qu'il faudrait qu'on renforce la loi et qu'on commence par dire qu'on renforce davantage le code électoral et qu'on demande aux partis de présenter des listes équilibrées. Un homme, une femme, ou bien si une femme est titulaire, que son suppléant soit un homme, si un homme est titulaire, que sa suppléante soit une femme, et commencer vraiment par travailler pour cette diversité, pour cette équité, ce serait bien. Franchement, là, on va mieux améliorer le paysage du Parlement, mais ce n'est pas qu'au Parlement, c'est valable dans les ministères, dans les cabinets, dans d'autres institutions de la République. Nous voudrons vraiment une forte représentation des femmes. Quand vous regardez par exemple au niveau des conseils communaux, ce serait important. Je crois que c'est ce qu'il faut faire la prochaine fois. Parce que regardez le taux de participation des femmes au niveau des conseils communaux. Pas parce qu'il n'y a pas de femmes. Il y a des femmes. Mais on ne leur donne pas la place. On ne leur fait pas la place. Et on dit, on met des prétextes, mais qui ne sont pas valables. Il y a des anecdotes où on nous a déjà rencontré que parce qu'à des conseils communaux, il n'y avait pas de femmes, on a mis en place des projets de développement, mais qui n'ont servi à rien. Parce que dans des villages, il fallait associer ces femmes, on ne les a pas associées. Il y a des totems qui font que le puits que vous leur avez amené ne leur sert à rien parce qu'elle ne peut pas passer devant le fétiche pour aller au puits. Si elle avait été associée en amont, ce projet serait un projet bienvenu pour cette population-là. Mais ils ont investi des millions, mais ça n'a servi à rien à cause du fait qu'ils n'ont pas consulté les femmes parce qu'il manquait des femmes au conseil communal. Donc, d'autres exemples, il y en a à Fusion. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus question d'image, de slogan. Les femmes sont importantes dans le dispositif. Donnez-leur la place pour qu'on ait un développement, une démocratie juste, forte et pour le développement de notre pays. Voilà, vous parlez très bien de la condition de la femme, de l'envie, votre envie de voir les femmes au haut niveau, je veux dire. Mais c'est sûr que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, en vous regardant, vont se dire « j'ai envie, moi, maintenant de faire de la politique ». Quel conseil donnerez-vous à ces jeunes filles-là qui ont envie de se lancer en politique, conscientes de tout ce qu'il y a comme pesanteur, même vous l'avez dit, la vie privée, la vie dans la société, ainsi de suite. Quel conseil est-ce que vous allez leur donner à ces jeunes filles-là? De ne plus rester derrière, de venir prendre la place qui est la leur, qu'il y a de la place en politique pour tout le monde et que nous avons toute la responsabilité de développer notre pays et personne ne sera laissé pour cause et que de ne plus avoir peur, que le Bénin est en train de faire des choses merveilleuses, de créer un climat favorable pour la promotion de la gente féminine et que c'est maintenant qu'il faut commencer par prendre sa part parce que sortir, aller en politique, militer, c'est d'abord faire preuve de patriotisme aussi. C'est s'intéresser aux réalités de son pays. On peut pas rester en marge de ce qui se passe dans son pays. Les filles, les jeunes filles sont en train de se former dans les universités. Il y a beaucoup de programmes qui sont là. Mais comment on met tout ça ensemble pour qu'à la fin, ces filles soient épanouies, qu'elles puissent trouver leur part? Il n'est pas interdit pour elles d'aller en politique. C'est là que se prennent les décisions. Il faut qu'elles viennent en politique. Il faut qu'on sache qu'elles existent. Parce que ne pas venir aussi, on peut croire qu'elles n'existent pas, alors qu'elles existent. Ne pas avoir le courage. Les partis aujourd'hui sont là. C'est de grands rassemblements. Et nous, au Bloc républicain, comme je vous l'ai dit, nous avons une organisation de masse des femmes et nous avons aussi des fêtières dans les universités. C'est pour dire que nous sommes ouverts. Nous avons aussi des écoles politiques. Et notre parti fait aussi des partenariats avec les organisations de la société civile pour former les jeunes et les mettre dans les structures qui forment à la politique, les écoles de démocratie, etc. Donc, c'est pour dire que c'est maintenant qu'il faut venir. Si on a du patriotisme, qu'on a envie de servir son pays, il ne faut pas avoir peur d'aller en politique. D'accord. Le terrain s'améliore, l'environnement est différent. Le terrain politique aujourd'hui n'est plus le terrain des médiocres. Non. Si vous avez de la matière, vous avez de la compétence, vous pouvez venir en politique. C'est comme ça que vous allez prendre des responsabilités et influencer le changement. Voilà. Moi, je tiens à l'équité. Vous avez beaucoup parlé des femmes. Je veux qu'on parle aussi des jeunes garçons. On a parlé de la jeune fille. Oui. Le jeune garçon, vous lui donnez quoi comme conseil, lui, pour qu'il puisse accepter dans la vie future que ma femme aussi sera capable et aussi de prendre les devants. Peut-être même qu'elle sera ministre pendant que moi, je serai peut-être, je ne sais pas, directeur de cabinet quelque part. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous donnerez à votre jeune garçon, à votre jeune cousin qui veut se lancer en politique? C'est quoi le conseil que vous lui donnerez par rapport justement à la représentativité des femmes? Tout comme les jeunes filles, les garçons aussi ont droit d'aller en politique pour prendre leur part de responsabilité.
Mais c'est juste que, au-delà de ce que les parents enseignent à la maison, il y a des parents qui montrent bien que le garçon et la fille sont égaux devant la loi et les traitent comme tels. Mais il y a des garçons qui sont déjà dans des postures de patron et ils voient que les filles, c'est toujours après, les filles, c'est les faibles. Je vais leur dire de se détromper. Parce que les textes religieux aussi disent ça aussi. L'homme est le chef de famille, est chef. Oui. Tout à fait. Mais c'est juste que je veux dire à ces garçons de se réveiller tôt, sinon les filles vont occuper toutes les places. Ah bon? Ah ben oui, parce que les filles sont déterminées, les filles travaillent beaucoup. Maintenant, quand on pense que les filles, c'est le sexe faible, les filles ne sont pas le sexe faible. Donc, nous avons là une jeunesse très importante au Bénin. On va les inviter à prendre part à ce qui se passe dans leur pays, puisque tout ce qu'on fait comme progrès, c'est pour leur avenir. Et donc, ils prennent part et que les partis sont ouverts. Au niveau du Bloc républicain, nous avons l'organisation des jeunes du Bloc républicain qu'on appelle OJBR, où nous recensons, nous recrutons les nouveaux adhérents qui veulent aller en politique. Et donc, il y a un espace, une école politique aussi pour eux. C'est de choisir le Bloc républicain. S'ils ont envie de s'épanouir politiquement. Voilà, je suppose que ces espaces, ces écoles, donc des partis politiques existent également dans les autres formations politiques. Il n'y a pas que le Bloc républicain, il y a l'UPR, il y a bien d'autres partis dans le pays que vous connaissez très bien. Madame Badarou, j'aimerais bien maintenant, on a bien parlé des femmes, on a beaucoup parlé donc de la représentativité des femmes. Peut-être que si vous avez un dernier mot à ajouter par rapport à ça, on va le faire tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on élargisse un tout petit peu le débat, le spectre de notre discussion sur le rôle qui sera le vôtre au niveau de l'Assemblée nationale pour plus de vitalité, pour que comment on appelle, le débat politique soit vraiment réel à l'Assemblée nationale. Parce que déjà, cette Assemblée nationale, vous comprenez les critiques, déjà, il y a certains qui disent non, c'est un parlement monocolore, pour employer le mot qui fâche. Voilà. Comment est-ce que vous pensez qu'on va faire pour que le débat politique au niveau donc de l'Assemblée nationale soit un débat vraiment vif, réel, un débat vraiment démocratique? Non, donc déjà, je voudrais d'abord vous dire que l'Assemblée nationale n'est pas un ring où les forces s'affrontent. Pas du tout. Et ce n'est pas la couleur politique qui est importante. C'est vrai, on dira que l'UPR, le BR, c'est la mouvance présidentielle. Mais nous n'avons pas les mêmes idéaux. Et ce qui est important pour nous, c'est le débat. Il y aura le débat. Parce que nous sommes là pour représenter le peuple. Et ce qui est important pour nous, c'est la finalité. Le pouvoir législatif que nous voulons mettre en place pour accompagner le gouvernement, l'exécutif, pour que nos populations se portent bien. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le bruit. On dit ce qui fait du bien ne fait pas du bruit. Parce que souvent, les gens aiment bien quand il y a l'opposition qui sont en train de tempêter, ils ne sont pas objectifs et ils pensent que c'est ça la démocratie. Non, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est l'efficacité. Qu'on soit du même bord ou qu'on ne soit pas du même bord, ce que nous sortons comme loi, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est en faveur de notre population? Il faut que les débats soient constructifs. Exactement. Et il y aura le débat. Il y aura le débat. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup de commissions. Et les débats se font au niveau des commissions. Et vous savez qu'il y a pas mal de têtes fêlées aussi qui sont parmi les députés. Donc, rassurez-vous, nous allons sortir que de bonnes choses. Et les femmes se feront entendre. Ah, ça, c'est clair. On ne va plus se laisser faire. Nous ne sommes pas nombreuses, mais on ne va pas se laisser faire. Il y a Madame Soglo qui nous manque déjà dans le pays. Nous, en tout cas, nous journalistes, cette verve-là, cette poigne. Oui, c'est vrai. Paix à son âme. C'était une femme, c'était un modèle de femme. Et d'ailleurs, changer aussi la représentativité des femmes, la représentation des femmes, c'est aussi prendre des modèles de réussite comme exemple et les vulgariser pour permettre aux femmes de croire, de se battre davantage. Ça aussi, c'est important. C'est important. Est-ce que ces modèles-là, vous les présentez souvent aussi lors de vos réunions avec les jeunes femmes, lors de vos réunions avec les femmes dans nos contrées? Oui, les Concepcia Ouessou, les Marie-Lise Bédou, les Madame Soglo et autres. Oui, bien sûr, on le fait. Si vous regardez maintenant le paysage politique féminin, vous allez voir qu'on commence par avoir beaucoup de révélations. Il y a beaucoup plus de femmes que par le passé qui sont en politique, qui ont des capacités. Vous voyez. Et donc, évidemment, celles qui sont devant, les pionnières, doivent continuer de se battre pour donner le courage à celles qui sont derrière. Sinon, elles vont vite se démobiliser. Donc, nous avons conscience de nos responsabilités et on fera le combat pour être percutant afin qu'on ne nous oublie pas. Vous êtes les exemples des jeunes qui viennent derrière. Qui a été votre exemple parfait, celle qui vous a donné envie de faire de la politique? La dame qui vous a dit non, celle-là, elle parle comme un homme, je vais lui ressembler. C'est quoi la femme? C'est quelle femme qui vous inspire, vous?
Bon, il y a beaucoup d'inspiration dans le monde, que ce soit sur le plan national ou à l'international. On a beaucoup de modèles de femmes qui se sont battues. Et s'il y a une qui m'a impressionnée, celle-là qu'on a guillotinée, qui a fait le combat pour que les femmes ne commencent pas à porter le pantalon. Celle-là qui a dit que la femme a le droit de demander le divorce. Son nom m'échappe. C'est une Française? Oui, c'est une Française. Ces femmes-là m'impressionnent, le courage qu'elles ont eu et qu'il faut saluer. Parce qu'il ne faut pas avoir peur quand c'est pertinent de le dire, de faire le combat. Et c'est ça qui permet qu'aujourd'hui, nous, on a un climat quand même acceptable où on peut parler, on nous fait de la place pour qu'on parle. Donc nous devons travailler à ce qu'il y ait plus de place pour les femmes, qu'elles puissent élever la voix et qu'on puisse les entendre. Voilà, vous aujourd'hui, vous êtes au niveau de l'Assemblée nationale, et dans la famille, c'est sûr que tout le monde vous voit. Est-ce que ça change l'image qu'on a de vous en tant que femme? Lorsque vous retournez par exemple en famille, il y a une grande réunion familiale, quand Alimatou Badaro arrive, on dit « Ah, est-ce qu'on vous considère un peu comme ces grands hommes-là aussi qui viennent, ou bien bon, c'est juste la femme, va derrière, va t'asseoir là-bas. C'est toujours la même chose ou bien ça change l'image? Ah non, pas du tout. Bon, disons que quand vous savez, on a la chance d'appartenir à une famille. Moi, je suis d'une famille, je vais dire, de métissage religieux. Ma maman est catholique, mon papa est musulman, on a d'origine. Dans la famille, on a les deux religions. Et donc, vous savez, quand c'est comme ça, il y a de la flexibilité, il y a de l'ouverture. Une chose est sûre, quand je vais en famille chez ma maman, je suis traitée comme une reine. Vous voyez, déjà, en dehors de la politique. Et quand ça s'ajoute, je vois mes tantes, mes oncles qui me saluent avec beaucoup de fierté, qui me donnent beaucoup de considération. Tout ça t'encourage à continuer d'être un modèle dans la société, à ne pas les décevoir. Et c'est les conseils qu'on reçoit. On ne nous met pas derrière pour dire non, on va derrière, tout ça, non. Encore que parmi les petits-enfants, je suis l'aîné des petits-enfants. Donc moi, je n'ai pas ce problème. Ça, je peux vous rassurer. C'est vrai que du côté de mon père, je fais partie des petites sœurs parce que j'ai des cousins, des cousines et des cousins qui sont plus grands que moi. Mais on nous traite avec respect. Parce qu'il y a beaucoup d'ouverture, tout le monde a été à l'école. Quand on est à l'école, il y a un peu plus d'ouverture d'esprit. C'est vrai que bon, quand on a grandi entre Porto-Novo et Cotonou, bon, c'est pas le fin fond village, mais je crois que ça se passe bien. Et puisque moi-même, je connais les traditions, je connais les règles, je donne la place à chaque aîné, la place que l'aîné mérite. Il n'y a pas de raison qu'on me frustre. Donc, il s'agit des droits et obligations, comme on le dit, quoi. Donc, je crois que non, ça se passe très bien. D'accord. Donc, je retiens finalement que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a réussi, enfin, qu'on a atteint le haut niveau, que lorsqu'on va en famille, on va montrer à tout le monde que non, maintenant je suis la chef. Non, ah non, pas du tout, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que si vous voulez que les gens vous suivent, que les gens parlent de vous, il faut être un modèle. Ce n'est pas le bruit que vous faites, c'est beaucoup de responsabilités quand vous atteignez ce niveau. Où vous êtes la femme politique dans la famille, il faut être un modèle. Parce que vous commencez par être une référence. Tous les actes que vous allez poser doivent être des actes vraiment calculés pour qu'on voit en vous un modèle, qu'on puisse dire à la petite fille, toi aussi, va en politique. Il faut montrer d'abord que vous êtes bien éduqué, vous êtes bien formé. C'est très important. Voilà, bon, on ne peut pas venir avec son gros melon, être très égaux, enfin avec un gros ego dans la famille pour dire non, voilà, mais désormais c'est moi la chef. Qui était là, et toi passe là, pourquoi aller là? Non, toi, c'est pas ça le rôle de la femme. Quand on fait ça, on tombe très vite. Très vite, d'accord. Moi, j'avais fait l'erreur de faire ça. D'accord. On va élargir un peu plus le spectre, je veux dire, de notre discussion vers justement l'actualité la plus récente, le 1er mai qu'on vient de célébrer. Nous sommes aujourd'hui dimanche, mais on a célébré le 1er mai. Et ce 1er mai coïncide justement avec l'anniversaire du président Patrice Talon. Et j'ai bien envie de parler de lui. Est-ce que vous pensez qu'il sort véritablement par la grande porte? Quand vous regardez un peu, quand vous allez au contact, je veux dire, de vos militants, est-ce que vous pensez que le président Talon, il sort réellement par la grande porte? Ah oui, il sort par la grande porte et nous allons le porter en triomphe. Je vous assure, il sort par la grande porte parce que vous avez vu comment on a fait cette transition dans la paix. Et c'est la première fois que tous les Béninois, les sages, toutes les forces politiques de la nation, les forces vives de la nation se sont entendues pour choisir un seul candidat en la personne du ministre d'État Romia Douadaï, qui est actuellement le président de la République, qui sera investi bientôt. Donc ce travail, c'est le mérite de son excellence le président Patrice Talon. C'est un homme de vision, c'est un homme d'État. Et franchement, on n'a pas de mots pour qualifier ce qu'il a fait pour le Bénin, cette révélation du Bénin, pour le Bénin même, franchement, on ne peut que prier pour lui et on va invoquer le Tout-Puissant qui le comble davantage de bénédictions. Béni, c'est
et sa famille, ses descendances, parce que tout le monde est unanime. Quand vous allez vers nos populations à la base, ils disent non, Misé Gouloni. C'est-à-dire, lui, il est Et vous pensez qu'il a pu vraiment séduire les femmes avec tout ce qu'il a pu faire? Si on devait demander aux femmes de se rassembler pour venir parler au président de la République, le président de la République sera fatigué. Ah bon? Ah ben oui, toutes les femmes ont des compliments à son endroit. Ah bon? Grands et jeunes, toutes les personnes âgées, franchement, ils n'arrêtent pas de prier pour lui. Parce que vraiment, il a eu un résultat positif. Il ne s'est pas accroché au pouvoir. Il est le premier à être pressé de partir. C'est de l'humilité, c'est de la sagesse, c'est beaucoup de leçons pour nous, pour les générations qui viennent. On apprend, et je crois que même dans la sous-région, les gens vont apprendre. Pour être un grand homme, on ne s'accroche pas à certaines choses. Patrice Talon, c'est un grand homme, c'est vraiment un homme d'État. C'est quelqu'un de bien. Je crois que c'est une révélation de Dieu. Et nous remercions le Dieu de nous avoir envoyé Patrice Talon au Bénin et que nous sommes convaincus que le progrès qu'il a amorcé va se poursuivre davantage. Et nous tous qui sommes de la mouvance sommes unanimes que nous allons continuer de rester dans les rangs, de rester dans tout ce qu'on a appris avec lui pour conduire le président Wadayi et que le Bénin va continuer son progrès, le Bénin va étonner davantage par la grâce de Dieu, que Dieu nous prête vie. Faisons le lien justement avec le président Wadayi, le régime de la rupture. Vous le célébrez déjà, vous dites que les femmes sont complètement d'accord. Bon, on entend aussi réellement des femmes qui sont d'accord, hein, surtout grâce au marché et tout, d'accord. Mais comment est-ce qu'on fait pour transformer cet héritage-là de la rupture en une ère, je vais dire, de prospérité généralisée, pour que la prospérité soit vraiment partagée partout sur le territoire national? Alors, c'est de avec le président Wadayi. Oui, c'est de maintenir ce qu'on a si bien commencé avec son excellence le président Patrice Talon, l'assainissement des finances publiques, que les Béninois payent leurs impôts à bonne date, sans contrainte. La digitalisation que nous avons amorcée, elle ne doit pas s'arrêter. Il y a beaucoup de choses. L'industrialisation du Bénin, elle doit continuer pour créer plus d'emplois aux Béninois. Tout le monde doit suivre ce qui se passe dans le pays. On a vu une belle adhésion de la diaspora aussi. Ceux qui sont à l'extérieur, qui ont des diplômes, qui savent qu'ils peuvent apporter à leur pays, de rentrer au Bénin, de venir prendre leur part de responsabilité. C'est un autre Bénin que nous avons. Les gens nous font confiance. Les grandes places financières nous font confiance. Le Bénin est devenu aujourd'hui un modèle. Je ne vais pas vous parler des taux de croissance, je ne vais pas vous parler de PIB. Et pendant la Covid, la résilience que le Bénin a affichée par rapport aux autres États, c'est beaucoup de choses, de belles performances pour notre pays. Et je pense que c'est le moment ou jamais où tout le monde va se mettre, parce qu'il ne faut pas se faire raconter ça. Il faut jouer sa participation pour qu'on soit davantage fiers de notre pays et que nos populations, c'est-à-dire nous avons désormais un modèle. Patrice Talon, avec la rupture, c'est un modèle. Nous nous accrochons à ce modèle. Nous ne sommes plus influencés par des développements à l'extérieur. Chaque pays a ses problèmes et ses modèles de démocratie. Nous sommes en train de travailler avec nos réalités pour développer notre Bénin. On a osé en 10 ans, on a vu les résultats. On peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux, c'est de suivre. Et c'est ça, c'est l'occasion aussi pour saluer cette maturité du peuple béninois. Le peuple béninois est un peuple mature. C'est un grand peuple qu'il faut saluer. Et nous allons continuer d'être résilients. Nous allons nous mettre ensemble pour accompagner le président Wadayi. Et je suis sûre que la prospérité sera partagée dans tous les foyers. Voilà, honorable, on tire déjà vers la fin et je vais vous donner un dernier mot en guise de conclusion. Et je rappelle déjà que le thème de notre discussion, c'est la représentativité féminine dans les instances de décision au Bénin entre volonté politique et réalité sociale. J'aimerais bien savoir, quel est le dernier mot que vous avez envie de dire pour plus de volonté politique au Bénin, oui, en faveur justement des femmes, et pour que nos réalités sociales puissent s'adapter justement au fait que la femme aussi a son rôle à jouer, peut-être au plus haut niveau, pour qu'on puisse accepter de voir la femme être par exemple chef et diriger, crier s'il le faut, sans que cela ne gêne. Voilà ma dernière question. Merci. Plus de volonté politique et oui, changement de mentalité. Tout à fait. Je crois que ça, on l'a déjà, on va continuer de travailler dans ce sens. Il n'est plus à prouver ce que la femme peut faire. Les statistiques disent ça à suffisance dans le monde entier. Les entreprises, nous avons mis les femmes à la responsabilité. Ces entreprises ont performé et n'ont pas formé avant 20 ans. Les résultats sont améliorés. Il y a tellement de choses, si on va en citer, on ne va pas se lever. Donc, c'est dit que la femme, elle a beaucoup de potentialité, de potentialité et beaucoup de capacités. Mais comment on transforme ça pour le développement de son pays? Il s'agit de ça. Donc, c'est de pouvoir donner désormais plus de place aux femmes afin qu'elles puissent mieux jouer leur rôle
pour que nos projets aboutissent et que chacun trouve un minimum de bien-être. C'est très important parce que les femmes, elles sont plus nombreuses que les hommes, elles sont les plus vulnérables, elles sont dans toutes les activités, dans les chaînes de valeur de toutes les activités, on retrouve les femmes. Donc, on ne peut rien faire aujourd'hui sans les femmes. C'est juste dire que dès qu'on a l'occasion et qu'on doit choisir, à chaque fois qu'on veut choisir, qu'on veut prendre des gens pour des postes de responsabilité, de toujours choisir une femme et de toujours choisir un homme. C'est très important. Quand on en manque, ok, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de saluer la plateforme, le complément des compétences que les affaires sociales ont mis en place, où vous avez des profils inimaginables qui sont sur ces plateformes-là, pour dire que le Bénin, on a beaucoup de capacités, on a beaucoup de profils de femmes qui peuvent travailler au développement de notre pays. Il faut aller les chercher. Que ce soit dans l'armée, vous avez aussi des femmes de grands profils très combatifs qui sont là, qui peuvent être utiles sur beaucoup de terrains. Donc, de ne pas avoir peur d'aller les chercher. Elles sont très, très nombreuses, elles sont très compétentes, elles peuvent jouer leur partition. Il faut leur donner la place à chaque fois qu'il y a l'occasion de le faire. Ce n'est que pour le développement de notre pays. D'accord. Et les papas au village et autres, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour ce changement de mentalité? Vous avez envie de leur dire quoi? J'ai envie de dire aux papas dans le village que ce n'est pas parce que nous allons en politique que nous ne reconnaissons pas notre place de femme dans le foyer. Nous connaissons nos rôles traditionnels en tant que femmes. S'occuper bien de son foyer, s'occuper bien de ses enfants et faire l'option d'aller en politique ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire ce qu'on a l'habitude de faire. On va en politique, on reste femme. On est égal à soi. Mais on apporte un plus à la société. Donc, c'est comme ça qu'il faut qu'ils voient ça. Et vous dire aussi qu'au sein de la politique, nous passons notre temps à conseiller les femmes afin qu'elles puissent savoir que ce n'est pas parce que je vais en politique que je n'ai pas le devoir de respecter mon mari. Je dois respecter mon mari. Je vais faire mon devoir de mère. Je dois faire mon devoir d'épouse. Et à côté, prendre la responsabilité pour accompagner le développement de mon pays. C'est très important. Voilà, merci infiniment, honorable Badarou. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, au terme de cet entretien, il apparaît que la présence des femmes dans les instances de prise de décision n'est pas seulement une exigence d'équité, mais c'est un impératif de progrès pour notre société. Les témoignages et les réflexions de l'honorable Badarou rappellent que l'égalité réelle se construit donc dans l'action, la solidarité et la persévérance. Mesdames, Messieurs, restez câblés Eden TV et Diaspora FM pour plus donc de débats politiques, pour plus donc d'entretiens du dimanche. On se retrouve donc dimanche prochain pour un autre numéro.